Excellence Magazine. Monsieur l'abbé Donatien Cholet, merci de nous accueillir chez vous dans le cadre de notre magazine dénommé Excellence. Alors vous êtes secrétaire général de la Synchro, c'est ça? Bien sûr. Bienvenue dans Excellence Magazine. Merci. Alors, ces gouvernements tant attendus des Sylvestre Ilunga, finalement, on les connaît. Mais comment avez-vous accueilli cette équipe gouvernementale? Le fait de savoir qu'on a finalement un gouvernement, ça nous a réjouis parce que ce n'était pas normal. Que pendant 7 mois, que le pays soit conduit sans gouvernement, alors que le gouvernement, c'est l'institution centrale pour le fonctionnement du pays. Nous ne sommes pas dans un contexte où l'administration est bien assise, comme en Belgique, où on peut fonctionner sans le gouvernement. Donc c'est une bonne nouvelle. La deuxième chose, c'est que nous avons constaté qu'il y a beaucoup de nouveaux venus dans la scène politique au niveau gouvernemental. Ça augure, nous présumons que ce soit pour un signal pour aller dans une nouvelle direction, parce que, comme vous le savez, mieux que quiconque, le 30 décembre dernier, le peuple congolais s'est prononcé pour un changement, une rupture avec l'ancien système de gouvernance. Et nous présumons que les figures nouvelles qui sont majoritaires dans ce gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, puissent travailler à ce que le bien, la richesse de ce pays puisse profiter réellement au peuple congolais, ce qui n'est pas encore le cas malheureusement. Mais certains pensent que ça trop dirait pour rien, vous êtes d'avis aussi? Pour rien, je ne le dirai pas parce que je ne connais pas de raisons exactes qui ont fait que ça a duré, mais si ça a duré pour répondre à la qualité, parce que en fait le plus important c'est la qualité du gouvernement. Si cette longue attente peut être compensée par la qualité, j'ai dit tant mieux, mais c'est très tôt pour le dire. Nous sommes là pour observer et encourager que ces changements deviennent une réalité. Dans ce gouvernement, on compte 2 membres de l'AFDCA, El Dissident. Pensez-vous que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a ouvert la boîte à Pandore des doublements de partis politiques? Je dois avouer que c'est quand même un aspect regrettable de ce gouvernement parce que on s'attendait à ce que le dédoublement des partis politiques soit dans l'histoire. Mais là, ça nous rattrape encore. Et c'est quelque chose qui devrait être corrigé dans l'avenir. Comment pallier à ça? C'est regrettable, le mal est fait, mais le fait de dénoncer ça comme nous le faisons maintenant, c'est ça notre rôle comme prophète. Alors, est-ce que ces gouvernements seraient à la mesure de répondre aux attentes de 80 millions de Congolais? Je ne suis pas magicien pour savoir comment ils vont se comporter. Mais ce qui est certain, que ce pays a tous les atouts pour décoller s'il y a effectivement une bonne gouvernance. Donc je n'exclus pas la possibilité d'une bonne gouvernance. Je leur donne un chèque en blanc, mais voyons voir comment ils vont le remplir. Voilà, on verra bien ce qu'ils pourront faire. C'est ça. Alors ici, clôturé dernièrement à Kinshasa, le forum sur l'enseignement. Qu'est-ce que vous avez aimé et regretté de ces assises? Je crois que ce qui fait l'actualité de ces assises, c'est la gratuité de l'enseignement, qui par ailleurs est une promesse électorale du chef de l'État qu'il a voulu rendre réaliser. Les évêques ont salué cette décision, cette option, qui d'ailleurs est constitutionnelle. Donc c'est un article de la Constitution qui était en souffrance. Tout en saluant cette direction prise par le chef de l'État, les évêques ont attiré son attention sur les préalables nécessaires pour la bonne application de cette gouvernance, parce que ce qui est prioritaire dans l'enseignement, c'est d'abord la qualité. Alors, et la gratuité devrait contribuer à la qualité de l'enseignement. Alors, les préalables que les évêques ont rappelés en son temps, c'est qu'on régularise la situation des non-payés, des gens qui n'ont pas de numéro matricule, parce que
ce qui est certain, si l'État ne prend pas ses responsabilités à ce niveau-là, cette gratuité va se traduire en une catastrophe dans l'enseignement. Et c'est tout ce que nous voulons éviter. Mais la position claire de l'Église catholique, c'est quoi par rapport à cette gratuité de l'enseignement? La position claire, oui, au respect de la Constitution, mais aussi appel à la responsabilité de l'État de prendre toutes les dispositions pour que cette décision n'affecte pas ou ne diminue pas la qualité de l'enseignement qui est déjà assez mauvaise chez nous. Et là, c'est un problème complexe, mine de rien, parce que il y a des écoles où les enseignants gagnaient 500, 600 dollars et du jour au lendemain, vous allez leur demander de recevoir 100 dollars. Ils vont enseigner avec quelle motivation? Et il y a certaines écoles, comme le collège Boboto par exemple, ou d'autres grandes écoles, dont l'entretien coûte ce qu'il vaut. Donc l'idéal, c'est que nous demandons, c'est que l'État compense ça pour que la gratuité soit vraiment salutaire. Donc disons que l'Église catholique est prête à céder certains avantages qu'elle percevait par rapport aux prises en charge des parents. L'Église en tant que telle n'a pas un avantage supérieur au bien-être du peuple congolais. Okay. Ce que certains perçoivent comme des avantages n'en sont pas un dans la mesure où, là où dans les écoles privées ou catholiques, où on demande un peu plus, encore que ce n'est pas concerné par cette décision, ce n'est pas pour enrichir les curés ou les religieux, mais c'est pour améliorer la qualité de l'enseignement, étant donné que l'État n'arrive pas jusque-là à garantir cette qualité voulue. Voilà, vous êtes parmi ceux qui militent pour la tenue effective des élections municipales en République démocratique du Congo. Mais où en êtes-vous en ce moment par rapport à votre lutte? Nous luttons, s'il ne faut pas emprunter votre expression, comme société civile, mais avec un cachet particulier comme Église. Okay. Donc pour nous, c'est une mission. L'objectif de l'engagement de la SENCO pour les questions relatives aux élections, au finish, c'est une gouvernance qui garantisse le bien-être du peuple congolais. C'est-à-dire, les évêques, et vous ne le contredirez pas, sont convaincus qu'il y aura bonne gouvernance quand ceux qui sont au pouvoir se rendront bel et bien compte que pour demeurer au pouvoir, ils doivent satisfaire ceux qui les ont amenés au pouvoir. Mais s'ils sont convaincus que pour rester au pouvoir, il faut des combines dans les officines politiques, on ne décollera jamais. Si ceux qui sont au niveau municipal, au niveau local, sont nommés par leurs mentors, par leurs parrains, ils vont travailler pour satisfaire les individus et non la population. Voilà pourquoi, et encore que c'est aussi constitutionnel, voilà pourquoi l'Église se bat pour qu'on arrive à ce niveau. Dieu merci, il y a eu un dialogue politique où les parties prenantes se sont rendues compte, ils ont déploré le fait que ces élections ont toujours été négligées et ils se sont accordés à les organiser. Il y a eu même un timing précis, fixé, mais malheureusement, plus le temps approche, personne des responsables n'en parle. Ça, c'est quand même Ce sont là les acquis de cette lutte. Pardon? Ce sont là les acquis de cette lutte, ce que vous avez énuméré. Non, oui, ce que nous avons énuméré, c'est l'objectif justement que nous voulons avoir avec les élections locales. Alors, maintenant, on est devant une situation où on doit rappeler les responsables de cette urgence. On doit interpeller comme pasteur et aussi sensibiliser la population pour qu'elle comprenne que son bien passe par là, son bien-être passe par là. Voilà pourquoi on a organisé cette marche oui, la collecte, la campagne de pétition, okay, pour démontrer que c'est vraiment la volonté du peuple. Et si le slogan que nous entendons, le peuple d'abord, est vrai, on devra écouter ce peuple-là qui a signé, nombreux, pour dire que voilà ce que nous attendons de vous. Voilà, la permutation et la désignation de bourgmestre par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a fait couler beaucoup d'encre de salive.
Mais c'était quoi déjà votre point de vue par rapport à ça? Ah ben, je l'ai eu quand j'ai eu l'occasion de le dire ailleurs. C'est vraiment pas une bonne nouvelle pour notre démocratie. Au moment où je n'entre pas dans le débat juridique, est-ce que le gouverneur en a la compétence, est-ce que le chef de l'État, mais le fait qu'au moment où on attend les élections locales, qui par ailleurs ont été fixées dans un accord politique, en lieu et place qu'on communique pour dire à quand ces élections, ou tout au moins dire à la population que voilà, nous ne pouvons pas maintenant, tel que c'était prévu pour telle ou telle raison, ça ne pourrait être possible qu'en tel moment, ce serait une façon de respecter justement et les accords et la population, et à lieu en place de cela, on vient nommer des gens là où on attend des élections. Et comme je l'ai dit, ceux qui sont nommés vont travailler pour satisfaire leurs parrains, mais ils risquent d'ignorer nous risquons de tourner en rond. Ce n'est pas ça le changement que nous attendons. Mais que faire maintenant puisque c'est déjà consommé? Eh ben, comme j'ai dit, nous réclamons, nous revendiquons comme société civile, comme pasteur. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire en cette qualité, mais notre voix contribue à former la conscience. Je crois que le peuple congolais est venu de très loin. Les élections dernières ont démontré quand même que ce peuple a été quelque part éduqué et nous sommes contents d'avoir contribué à cette éducation. Voilà, puisqu'on parle des élections du 30 décembre dernier, Martin Fayulu, qui est le candidat malheureux aux élections présidentielles, vient de créer avec quelques leaders la dynamique des vérités des urnes. Pensez-vous qu'ils ont raison de le faire ou pas? Ben, sur le plan politique, c'est leur droit. C'est leur droit. Et je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de mal en rappelant ce qu'ils croient être une vérité. C'est tout à fait normal. Jusqu'où ils vont mener leur combat? Posez-leur la question, je ne réponds pas à leur place, mais je trouve que sur le plan politique, ce n'est pas un acte à condamner. Très bien. 7 mois après, il y a le gouvernement, le président de la République qui fait tant de voyages. Comment jugez-vous ces déplacements? Eh bien, l'Église n'est pas là pour faire le monitoring des voyages des chefs de l'État. Vous savez, à un degré de responsabilité, il y a des choses qui échappent nécessairement au commun des mortels que nous sommes. Quelque part, on est commun de mortels. Qu'est-ce qui motive ça? Qu'est-ce qui justifie ça? Je présume qu'on a affaire à un responsable. Il sait ce qu'il gagne au-delà des dépenses qu'il fait. Voilà. Il fait faire. Une question de curiosité. Dernièrement, après l'incendie de Notre-Dame de Paris, nous avons vu des images un peu bizarres, si on peut le dire. Pensez-vous que c'était réel ou c'était des fausses informations? Ben là, c'était des montages. Ce sont des choses qu'on a pris à d'autres endroits, c'était démontré. Et d'ailleurs, après cela, je suis passé pour vérifier physiquement. Il y a beaucoup de choses, donc des trucs pornographiques là qui n'existent pas. Je ne sais pas là où ils ont ramassé ça. Très bien. Comment l'Église devait-elle se comporter pour mener à bien avec le pouvoir en place, à bon port en tout cas, si on peut le dire, tout ce que nous voulons, le bien-être de la population? Bon, je crois que c'est d'abord question de volonté. Les évêques ont donné leur parole, la disponibilité à accompagner les institutions. Le gouvernement est, je crois, une des institutions les plus importantes, d'accompagner les institutions qui travaillent dans le sens d'améliorer les conditions de vie du peuple congolais. Il faut reconnaître les atouts que nous avons comme Église. Plus d'une fois, quand on rencontrait l'ancien président de la République, il remerciait les évêques en privé de ce que fait les églises, le fait qu'à certains endroits où l'État n'est pas présent, l'Église fait ce que pouvait faire l'État. Il ne revient pas à l'Église de faire des ponts. Il ne revient pas à l'Église, ce n'est pas son devoir de construire des hôpitaux, des écoles. Mais, parce qu'on est dans une situation où il faut le faire, on est disposé à le faire. Et alors, pour répondre précisément à votre question, il y a un projet de concordat, convention entre l'État congolais et le Saint-Siège, un cadre conventionnel, juridique,
qui permettrait justement de faciliter cet acte. Et le Parlement fait son travail. Maintenant, l'accord cadre, le concordat se trouve sur la table du chef de l'État qui a promis plus d'une fois de le signer. S'il veut vraiment, s'il compte sur l'apport de la CENCO, je crois qu'il s'empresserait de le faire comme il a dit. Voilà, avez-vous des recommandations à faire par rapport à ces gouvernements? Bon, la principale recommandation, c'est que ce qui était promesse électorale de la part du chef de l'État, qui est le garant de la nation, à savoir le peuple d'abord, que ce soit une réalité pour chaque ministère et une priorité pour chaque ministre. Ça, c'est la principale recommandation. La deuxième chose que je dirais, que les évêques l'ont déjà dit dans un de leurs messages, la crise en RDC est avant tout une crise éthique. Ce ne sont pas des compétences qui manquent dans ce pays. Ce ne sont pas de bons économistes, ce ne sont pas de bons juristes qui manquent dans ce pays, et nous sommes naturellement gâtés. Ce qui manque, c'est une bonne conscience. C'est l'éthique. Donc, la deuxième recommandation, je pourrais peut-être bien, pour que la première soit possible, il faut justement de l'éthique dans le travail pour permettre que le bien de ce pays soit vraiment le bien des Congolais. Mais comment l'homme congolais devait-il se comporter? Bon, ça c'est une question assez générale, c'est-à-dire ici, concrètement dans le cas de quel est nôtre, il faut poser des gestes concrets, par exemple, ne pas accepter la corruption. Ça déjà, si tous les ministres travaillent dans cet esprit, ça va déjà booster le changement. Voilà. Ce sera peut-être ma dernière question. Que pensez-vous de ceux qui disent que le président Félix Tshisekedi règne son gouvernement? Ah ben, c'est eux qui disent, posez-leur la question. Nous savons qu'il est là, c'est lui le chef de l'État. Nous savons qu'il est dans une coalition avec l'ancien pouvoir. Politiquement, ce n'est pas à condamner, mais c'est que les évêques lui ont demandé, et que je peux répéter maintenant comme porte-parole, c'est que cette coalition soit une coalition pour le changement. Cette coalition travaille dans le sens de la rupture avec ce que le peuple a refusé. Donc, il faudra que les anciennes figures de pouvoir qui sont encore là dans les affaires travaillent avec le président, ou que le président donne son impulsion pour que ce soit vraiment le changement désiré. Nous ne voulons plus que ce pays soit dirigé comme c'était dans le passé. Très bien. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre magazine. Vous avez quelques petites minutes pour passer votre message, mais seulement en une de langue nationale. Vous allez donc regarder la caméra et puis passer votre message. Bon, nabana nyonso Congo, lokola bepiskopo balobaki, bofungola miso, mboka eza ya bino, tozwi bakonzi ya sika, topesa bango chance ya kosala mosala po mboka ekende liboso. Tango tokomona te changement tolukaki ezali yango te, to banga te pona kolakisa polele te, ezali oyo tozelaki te, nyonso wana na nzela ya kimia boboto pona bolamu ya mboka. Voilà, amis téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un terme à notre émission dénommée Excellence. Nous avons reçu sur ce plateau Demartien Cholet, secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, avec qui nous avons décortiqué l'actualité de l'heure en République démocratique du Congo. J'espère que vous avez suivi avec beaucoup d'attention et retrouvez-nous prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Excellence Magazine.